Ce n'est pas simplement un avion abattu. C'est le chouchou de Zelensky arraché du ciel, l'un des rares as restants de l'aviation ukrainienne. Un homme dont la biographie a été transformée par la propagande ukrainienne en histoire exemplaire du héros du ciel. Le lieutenant-colonel Yevgeny Ivanov, navigateur en chef de la 39e brigade d'aviation tactique, est mort aux commandes d'un Su-27 au-dessus de la région de Zaporizhia. Et cet événement est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît à première vue. Ici convergent trois lignes que nous allons maintenant analyser en détail. La première, l'histoire personnelle du pilote et cette image de propagande que la machine de Kiev a créée autour de lui. La deuxième, l'aspect militaire. Comment concrètement, par quels moyens et selon quelle tactique les forces russes l'ont-elles descendu du ciel? La troisième, le coup stratégique porté au parc de chasseurs ukrainiens, déjà fondant à vue d'œil, un parc qui chaque mois devient de plus en plus petit et de moins en moins opérationnel. Que signifie perdre un pilote qui a effectué plus de 200 sorties de combat? Peut-on dans les conditions actuelles reconstituer de tels cadres quand il n'y a pas de temps, pas de ressources, et qu'une école de formation à part entière nécessite des années? Et pourquoi précisément maintenant pour Kiev cette perte est-elle particulièrement douloureuse quand chaque pilote expérimenté vaut son pesant d'or et chaque chasseur est une unité de matériel irremplaçable? Commençons par le portrait de l'homme lui-même. Le lieutenant-colonel Yevgeny Ivanov n'est pas simplement une ligne dans une nécrologie. C'est le navigateur en chef de brigade, un homme qui a traversé des dizaines d'opérations extrêmement complexes et est devenu une véritable vitrine des succès de l'aviation ukrainienne. Si l'on en croit la nécrologie officielle de la partie ukrainienne, il totalise plus de 200 sorties de combat. Mesurez ce chiffre. 200 fois décollé, sachant que dans le ciel au-dessus de la zone d'opération vous attend soit l'aviation russe, soit un système de défense anti-aérienne à plusieurs niveaux, soit les deux simultanément. 200 fois revenir à la base, faire rapport sur l'accomplissement de la mission, préparer à nouveau la machine pour la prochaine sortie. Son état de service est impressionnant. Frappe sur des cibles au sol, bombardement de position des troupes russes, mission de défense anti-aérienne, cible aérienne abattue. C'est-à-dire un polyvalent, un pilote qui pouvait travailler comme avion d'attaque, comme chasseur et comme intercepteur. L'ensemble des décorations parle de lui-même. Deux ordres. Quote, Imiuchin A, l'insigne pour la défense de l'Ukraine, reçu personnellement de Volodymyr Zelensky, et la médaille Croix de fer. Ce dernier détail est particulièrement révélateur. La croix de fer, dans le contexte du système de récompense ukrainien, est devenue le symbole qu'on utilise activement la personne dans l'image médiatique, qu'on en fait un héros pour la consommation intérieure et pour l'audience occidentale. Ivanov n'était pas simplement un pilote de combat. Il était le visage des forces aériennes ukrainiennes, une figure qu'on montrait, sur laquelle on écrivait, qu'on donnait en exemple. Et maintenant la question. Que ressentent-ils à Kiev quand précisément un tel pilote exemplaire disparaît de l'échiquier? Est-ce simplement une statistique de perte de plus, une ligne de plus dans un compte-rendu, ou est-ce un coup personnel porté à l'élite des forces aériennes, un coup qui frappe non seulement les capacités de combat, mais aussi le moral de tout le système? Maintenant, il est important de comprendre pourquoi nous parlons d'un professionnel de la plus haute classe, et non d'un pilote ordinaire. Le général-major d'aviation à la retraite russe, Vladimir Popov, a déclaré directement « Aux commandes d'un Su-27, ne peut se trouver un pilote inexpérimenté. Il s'agit d'un pilote de première ou deuxième classe. » Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Laissez-moi vous expliquer. La classe d'un pilote n'est pas simplement un titre. C'est un indicateur du niveau de formation, du nombre d'heures de vol, de la complexité des manœuvres et missions maîtrisées. Pour devenir pilote de première classe sur un chasseur Su-27, il faut passer par une école de plusieurs années. Formation initiale, avion d'entraînement, passage aux machines de combat, des centaines d'heures de vol d'entraînement, puis application au combat, travail de schéma tactique, interaction avec les services au sol et autres équipages. Tout cela prend au minimum 2 ans et demi à 3 ans, et souvent plus. Et c'est à condition que le processus se déroule sans accroc, qu'il y ait du carburant pour les vols d'entraînement, qu'il y ait des instructeurs, que le matériel soit en ordre. Un pilote avec plus de 200 sorties de combat est un spécialiste rare auquel sont liés des schémas de combat entiers et des développements tactiques. Une telle personne sait comment se comporter dans une situation critique, comment utiliser les particularités de sa machine, comment lire les actions de l'adversaire.
Il n'est pas du matériel consommable. C'est un porteur de connaissances et d'expériences qu'il est impossible de copier ou de remplacer rapidement. Comparez cela avec ces cours accélérés que l'Ukraine tente maintenant de mettre en place. C'est une chose, une personne qui a étudié pendant des années, a volé, participé à de vraies opérations de combat, accumulé de l'expérience. C'en est une autre, une promotion accélérée qu'on tente d'entraîner en quelques mois aux compétences de base et d'envoyer immédiatement au combat, où elle n'a encore jamais affronté de véritables confrontations. La perte d'un pilote du niveau d'Ivanov est une brèche non seulement dans les statistiques, mais dans l'école même de tactique. C'est la disparition d'une personne qui aurait pu former la génération suivante, transmettre les subtilités qui ne sont écrites dans aucun manuel. Comment a-t-il pu être abattu? Analysons les versions et la tactique. Selon des sources militaires, le Su-27 a été détruit au-dessus de la région de Zaporizhia. Comme moyen probable de destruction, sont citées plusieurs variantes. La première, interception aérienne par des chasseurs russes en patrouille, Su-30SM ou Su-35, armés de missiles RR de longue portée, par exemple R-37. Ce missile peut frapper des cibles à une distance allant jusqu'à 300 km, ce qui signifie ceci. Le pilote ukrainien peut même ne pas voir le porteur qui tire sur lui. Il reçoit un avertissement de ses systèmes de bord qu'un missile le vise et il a littéralement des secondes pour une manœuvre d'évitement. De plus, le Su-27, bien que manœuvrable, n'est plus une machine très récente. Son électronique et ses moyens de contre-mesure sont inférieurs aux complexes russes modernes. La deuxième variante travaille des systèmes de défense anti-aérienne au sol, S-300, S-400 ou S-350 Vityaz. Ces systèmes créent une zone de destruction à plusieurs niveaux, où même la tentative de s'approcher de la ligne de front à certaines altitudes et vitesses se transforme en roulette russe. Je vous explique comment cela se présente pour le pilote. Il décolle, reçoit la mission, se dirige vers la cible. Quelque part loin devant fonctionne l'aviation russe, patrouille des chasseurs, au sol sont déployés radars et lanceurs. L'avion ukrainien entre dans la zone de détection, on le repère, on commence à le suivre, on calcule sa trajectoire. S'il tente de accrocher une cible quelconque dans la région de Zaporizhia, il se retrouve immédiatement dans plusieurs zones de destruction qui se chevauchent. La liaison aviation plus défense anti-aérienne du côté russe fonctionne précisément ainsi. Défense échelonnée, où chaque niveau complète l'autre. Et voici la question rhétorique. Dans quelle mesure est-il sûr de faire décoller les Su-27 restants, sachant que le ciel est contrôlé sur des dizaines et des centaines de kilomètres en avant, que toute tentative d'actions actives peut se terminer précisément ainsi, par un missile qu'on n'a pas eu le temps d'esquiver? Pourquoi le chasseur ukrainien s'est-il retrouvé au-dessus de la région de Zaporizhia? Analysons le contexte. La direction de Zaporizhia est l'un des secteurs clés du front pour Kiev, un endroit où les forces ukrainiennes tentent de ralentir l'avancée des troupes russes, de tenir les positions, d'empêcher une percée. Un Su-27 dans cette zone pouvait accomplir plusieurs tâches. Premièrement, tentative de couvrir les troupes au sol contre les frappes de l'aviation russe, c'est-à-dire des missions de défense anti-aérienne, patrouille, préparation à intercepter des avions d'attaque ou bombardiers. Deuxièmement, tentative d'abattre des avions russes, des drones ou des missiles de croisière qui partent en frappe sur des objectifs ukrainiens. Troisièmement, démonstration de présence. Montrer que l'aviation ukrainienne existe encore, qu'elle est capable de décoller et d'accomplir des missions. Pour Kiev, c'est fondamentalement important. Plus les choses vont mal au sol, plus le commandement est forcé de risquer des ressources coûteuses. Et qu'est-ce qu'un chasseur dans les conditions actuelles? C'est une ressource rare et extrêmement coûteuse qu'on ne peut simplement remplacer. Il y a peu de machines, encore moins de pilotes. Et quand la situation au front se détériore, surgit la tentation de jeter au combat tout ce qu'on a, y compris les pilotes d'élite, sur les meilleurs des avions restants. Mais plus on risque, plus chaque défaite devient douloureuse. Ivanov a décollé, accomplissait sa mission et n'est pas revenu. Pour son unité, cela signifie non pas simplement la perte d'un équipage, c'est la perte du navigateur le plus expérimenté, d'une personne sur qui s'appuyaient les autres pilotes, à qui on confiait les opérations complexes. Regardons maintenant les statistiques qui tuent l'aviation ukrainienne. Ce Su-27 abattu est devenu le 9e chasseur ennemi détruit récemment. Le 9e. Mesurez ce chiffre.
Un chasseur n'est pas simplement une unité de matériel qu'on peut radier et oublier. C'est un complexe coûteux qui comprend l'avion lui-même, l'équipage formé, le personnel technique au sol, les pièces détachées, les systèmes d'entretien, l'infrastructure de l'aérodrome, les communications, le renseignement, le carburant, les munitions. La perte d'un chasseur est une réaction en chaîne. Moins un appareil, moins un pilote, moins une case dans le tableau de service de combat. Et quand de telles pertes sont déjà au nombre de 9 en un délai relativement court, cela forme une tendance qu'il est impossible d'ignorer. Du squelette de combat restent des machines de plus en plus usées, qui nécessitent de plus en plus de réparations, de plus en plus de pièces détachées qui manquent déjà. Restent des pilotes de moins en moins expérimentés, parce que les plus expérimentés soit meurent, soit sont blessés, soit s'épuisent moralement et physiquement. Chaque perte de ce genre n'est pas simplement moins un avion, c'est moins un nœud entier dans le système qu'il faut maintenant compenser d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a rien pour compenser. Personne ne livre de nouveaux Su-27 à l'Ukraine. Les F-16 occidentaux promis arrivent en quantité limitée, il faut y former les pilotes, ce qui est aussi du temps et des ressources. La question est simple, combien d'avions perdus encore l'aviation ukrainienne supportera-t-elle avant de cesser de jouer un rôle tant soit peu notable au front? Quand le nombre de machines opérationnelles et d'équipages qualifiés tombera en dessous de la masse critique, quand chaque sortie deviendra un acte de désespoir et non une nécessité tactique, parlons maintenant plus en détail du parc réduit de Su-27 et du problème des cadres. Selon les estimations, Kiev ne dispose plus que de quelques escadrilles de Su-27, de fait deux, et loin de toutes les machines ne sont en état opérationnel. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même un avion formellement inscrit peut être sans moteur, sans pièces détachées critiques, sans possibilité de décoller. Le matériel s'use, la ressource des moteurs s'épuise, l'électronique tombe en panne et les possibilités de réparation majeures sont limitées. Le stock soviétique sur lequel tient encore l'aviation ukrainienne n'est pas infini. Chaque sortie rapproche la machine du moment où elle nécessitera une réparation sérieuse qui n'aura peut-être pas lieu. Parallèlement se déroule une catastrophe de cadre. Les vieux pilotes expérimentés sortent du service, certains meurent, comme Ivanov, d'autres sont blessés, d'autres simplement s'épuisent, ne supportent pas la charge psychologique des sorties de combat constantes. On tente de former de nouveaux pilotes par des programmes accélérés, mais là surgit un problème fondamental. La formation complète d'un pilote de combat, surtout sur une machine complexe comme le Su-27, prend au minimum 2 ans et demi à 3 ans. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut accélérer par décision politique ou aide étrangère. Il faut une école, il faut des heures de vol, il faut des simulateurs, il faut de vrais vols d'entraînement, il faut une complexification progressive des tâches, il faut du temps pour que la personne, yas avec la machine, apprenne à la sentir, comprendre son comportement dans des situations critiques. Un cours accéléré donne des compétences de base, décoller, voler jusqu'au point, appuyer sur le bouton, revenir. Mais cela ne fait pas d'une personne un pilote de combat. Un pilote de combat, c'est celui qui peut prendre des décisions en quelques secondes, qui connaît des dizaines de schémas tactiques, qui sait travailler en binôme, en groupe, qui comprend quoi faire si le système a un dysfonctionnement, si l'adversaire se comporte de manière non standard, si le plan part en vrille et qu'il faut improviser. Tout cela s'apprend en des années. Et quand tu perds un tel as comme Ivanov, tu ne perds pas simplement un pilote, tu perds un mentor pour ces mêmes jeunes cadets qu'on tente tout juste d'amener au niveau. Tu perds une personne qui aurait pu transmettre l'expérience, enseigner, montrer par des exemples, raconter comment il a survécu dans telles ou telles situations. Cette rupture entre la perte de cadres expérimentés et la formation de nouveaux ne peut être comblée rapidement. Elle s'accumule, s'approfondit, et chaque mois la situation devient de plus en plus grave. Parlons maintenant du coup moral porté à Kiev et à la propagande. Nécrologie, reconnaissance officielle de la perte, tentative de présenter la mort du pilote comme acte héroïque, tout cela fait partie de la guerre de l'information. Pour la propagande de Kiev, de telles figures comme Ivanov sont une ressource cruciale. Sur elles se construisent des histoires de Lyushas, quote, 9 or, de héros qui protègent l'Ukraine depuis les airs, du fait que les forces aériennes ukrainiennes encaissent le coup et continuent de se battre. Médailles, décorations, rencontres personnelles avec Zelensky, formulations pompeuses dans les nécrologies,
Tout cela est nécessaire pour maintenir l'image d'une armée forte et opérationnelle qui n'est ni brisée ni résignée. Mais la réalité est plus dure que les textes de propagande. D'un côté, de belles paroles sur le courage et le sacrifice, de l'autre, le fait brut, l'avion est abattu, le pilote est mort, encore un spécialiste expérimenté hors service. Et voici la question. Comment regardent cela les autres pilotes des forces aériennes ukrainiennes? Comment regardent cela leurs familles? Quand on voit que même les plus expérimentés, les plus décorés, les plus apparemment protégés par leur professionnalisme ne reviennent pas des sorties, cela mine la foi qu'on pourra soi-même survivre. Cela crée une atmosphère de fatalité, la compréhension que tôt ou tard son tour viendra aussi. Le moral n'est pas une abstraction, c'est un facteur réel de capacité de combat. Quand les gens perdent foi en la victoire, quand chaque sortie est perçue comme un pas vers la mort inévitable, l'efficacité chute. Les pilotes commencent à agir plus prudemment, éviter le risque, refuser les tâches complexes, et c'est une réaction humaine normale à une situation où la mort devient un résultat statistiquement probable de chaque opération. Regardons maintenant cela du point de vue de la stratégie russe. La destruction de l'élite des forces aériennes ukrainiennes n'est pas un hasard ni simplement un succès tactique. C'est une étape de la guerre d'attrition, où le but est non seulement de détruire le matériel, mais de détruire systématiquement les cadres les mieux formés de l'adversaire. Chaque victoire de ce genre dans les airs, chaque pilote expérimenté abattu, est un pas vers une situation où le commandement ukrainien aura simplement peur de faire décoller même le peu qui reste encore. Pourquoi risquer les derniers chasseurs opérationnels et les derniers pilotes qualifiés, si la probabilité de leur retour chute chaque jour? La stratégie russe dans les airs se construit de manière complexe. Frappe sur les aérodromes pour priver l'adversaire de lieux de base. Frappe sur les entrepôts d'armement aéronautique et de pièces détachées pour compliquer la réparation et l'entretien du matériel. Suppression de la défense anti-aérienne ukrainienne pour assurer la liberté d'action de sa propre aviation. Destruction des postes de commandement des forces aériennes pour perturber le contrôle. Et enfin, destruction directe des avions et des pilotes dans les airs. Tout cela forme un tableau unique de guerre d'attrition, où l'adversaire perd lentement mais sûrement la capacité de résister dans le ciel. La mort de tels pilotes comme Ivanov, chouchou de Zelensky, démontre visuellement l'ère du Su-27 ukrainien touche à sa fin. Ces machines, ces cadres, cette école, tout cela fond à vue d'œil, et ce processus est irréversible dans les conditions actuelles. La Russie reçoit le signal. La stratégie fonctionne, la pression doit être intensifiée et non relâchée. Tirons les conclusions. La mort du lieutenant-colonel Yevgeny Ivanov et la perte de son Su-27 sont beaucoup plus qu'une ligne sèche dans un compte-rendu quotidien. C'est l'histoire personnelle d'un homme qui a effectué plus de 200 sorties de combat, reçu les plus hautes décorations, et devenu la vitrine de la propagande militaire ukrainienne. C'est l'analyse technique de comment il a été descendu du ciel. Que ce soit un missile longue portée d'un chasseur russe ou une salve d'un système de défense anti-aérienne au sol, le résultat est le même. Un pilote très expérimenté est mort, une machine coûteuse est détruite. C'est le 9e chasseur perdu en peu de temps, ce qui indique une tendance stable de réduction du parc d'aviation de combat ukrainien. C'est un trou dans les cadres impossible à combler rapidement. Les cours accélérés ne remplaceront pas des années de vraie école. Et chaque as mort, c'est moins un mentor pour ceux qu'on tente encore seulement de former. C'est l'effet moral et de propagande pour Kiev, où il faut reconnaître les pertes précisément de ces personnes sur les images desquelles était construite toute la rhétorique héroïque. Et c'est enfin l'indicateur de combien les réserves de la partie ukrainienne sont épuisées, combien coûte maintenant cher chaque sortie dans le ciel, chaque tentative de contester la domination russe dans les airs. La guerre s'est depuis longtemps transformée en confrontation d'attrition, où gagne celui qui peut supporter plus longtemps les pertes et les compenser. L'Ukraine perd du matériel plus vite qu'elle n'en reçoit de nouveau. Perd des spécialistes expérimentés plus vite qu'elle n'a le temps de préparer leur remplacement. Perd le moral voyant que même les meilleurs des meilleurs ne reviennent pas. Peut-on appeler cela une guerre sans fin, si les spécialistes de haute classe sortent du jeu plus vite que le système n'en génère de nouveaux? Bien sûr que non. C'est une guerre avec des ressources tout à fait finies. Et quand ces ressources se termine aussi la capacité même de résister. Quand commencent à disparaître du ciel non pas des cadets, mais les meilleurs des meilleurs, cela signifie que la guerre elle-même est entrée dans un stade où du côté de la Russie, il n'y a plus seulement le matériel et le nombre, mais aussi le temps,
qui travaille contre Kiev chaque jour de plus en plus impitoyablement.